Et on donne la parole à Olivier Vignol. Comment vous avez ressenti les chiffres présentés par Michel Mouillard, Olivier Vignol, directeur général d'ICAD? Le moral a été atteint en Oui, ce début de matinée, on a tous eu un petit coup derrière la toujours tête. Oui. intéressant la présentation, c'est la clarté du propos, parce que les chiffres, on les connaissait. Moi, je voudrais juste commenter le point de vue d'un promoteur, puisque ICAD n'investit pas dans le long terme dans le logement, mais construit des logements. Et finalement, commenter les chiffres de vente du logement. Le thème de la conférence, c'était est-ce qu'il y a un changement de tendance? Moi, on veut dire la tendance de fond, elle est toujours positive. C'est-à-dire que finalement, quand on est promoteur, mon propos est peut-être paradoxal, mais finalement, le déficit d'offres, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Ça nous permet d'écouler nos programmes. Mais je vous vois sourire, mais c'est important. Aujourd'hui, nous, on vend nos programmes. La tendance moyenne, c'est 10 mois. Donc, ça veut dire quand on met un programme sur le marché, en 10 mois, en moyenne, il est vendu, ce qui est évidemment assez satisfaisant. C'est un record quand on regarde sur longue période. Le problème, c'est qu'il n'y en a pas assez. Donc, on aimerait en faire plus, mais en tout cas, ceux qu'on arrive à sortir, on les commercialise bien. Quand on regarde les chiffres du premier semestre, le marché a fait moins 4%. Là, évidemment, ce n'est pas satisfaisant. Par contre, il faut regarder les sous-segments. Et là, on a, parce que si la tendance de fond est positive, on a conjoncturellement des phénomènes qui viennent perturber le marché. Mais les acquéreurs accédant à la propriété, ça fait en gros plus 6%. Donc là, c'est clair, les gens continuent d'acheter. Le professeur Mouillard disait, d'abord, ils sont aidés par le crédit. On a des taux négatifs, corrigés de l'inflation. C'est quand même, pour inviter tout le monde à s'endetter, c'est le bon moment. Oui, ça va peut-être pas durer éternellement. 1,43 en moyenne pour les prêts immobiliers. C'est, malgré la hausse des taux longs, les banques font des efforts commerciaux extrêmement significatifs, à la fois sur les taux et sur la durée, pour ne pas dire sur la solvabilité des emprunteurs. Donc on a un système bancaire qui soutient l'acquisition de logements. Et puis on sait que, la dernière statistique de l'INSEE, les Français veulent acheter. 80% voudraient acheter leur logement, alors que le taux de propriété est à 58% et qu'on est très en retard par rapport à la moyenne européenne, contrairement à ce qu'on pense parfois. Puis après, quand on regarde les autres sous-catégories, ça va beaucoup moins bien. Moins 10% pour les investisseurs personnes physiques. Donc là, on sait qu'il y a eu des phénomènes comme la retenue à la source, comme la hausse, alors ça c'est valable pour tout le monde, la hausse extraordinaire de l'impôt foncier qui vient amputer le revenu locatif. Les collectivités locales n'ont trouvé que ce moyen-là pour trouver des ressources avec les droits de mutation. Donc, les droits de mutation sur le logement neuf, on est moins impacté pour cause. En revanche, sur l'impôt foncier, je vais employer ce terme, c'est dramatique. C'est-à-dire que ça vient amputer le revenu locatif de 15-20%. Et donc ça plus la retenue à la source, ça explique les moins 10% sur les investisseurs personnes physiques, plus le manque d'offres, les trois raisons cumulées. Et puis il y a le sujet des ventes en bloc, moins 15%, enfin moins 14 et quelques. Alors là, il y a des raisons variées. Il y a la réaction du logement social, il y a le peu d'offres dans le logement intermédiaire, et puis si on ne peut pas dire que l'investissement institutionnel dans le logement privé n'existe pas, il est effectivement extrêmement limité par rapport à d'autres pays européens. Et je veux dire, il n'y a pas de mesures qui ont été prises, rien n'est fait pour le favoriser. Et je dirais que le peu qu'il y avait, c'était un modèle qui marchait sur un rendement faible, puis une plus-value à terme avec les ventes à la découpe. On a tué la fin de l'histoire, il reste que le rendement faible. Il ne faut pas trop s'étonner si les investisseurs ne viennent pas sur le logement privé. Le sujet pour nous, promoteurs, c'est la capacité à sortir les opérations. Je ne vais pas répéter ce que tout le monde sait, les recours, l'approche des municipales. Un phénomène peut-être qui est moins connu de notre public, c'est la hausse extrêmement forte des coûts de construction, probablement plus de 10% en moins de 2 ans, qui nous oblige parfois à repenser nos opérations, à repenser nos modes de construction, et qui nous fait perdre du temps, incontestablement, puisque les carnets de commandes des entreprises de bâtiments, on peut s'en réjouir. Mais enfin, étant plein pour les 18 prochains mois, les résultats des appels d'offres de travaux font apparaître des chiffres bien supérieurs à ce qu'on avait imaginé. Et donc ça conduit l'ensemble de ces trois phénomènes, puisque la situation sur les recours, elle n'a pas échangé, malgré les avancées dans la loi, etc. Quelques maires qui retiennent leur plume, on voit bien les mises en commercialisation qui ont diminué de plus de 10%, avec des situations, parce qu'après il faut regarder les marchés localement,
des situations assez étonnantes. Le chiffre à Lyon, par exemple, les mises en commercialisation, moins 45% par rapport à l'année dernière. Donc là, ce n'est pas une tendance, il y a eu un arrêt pour un certain nombre de raisons. Il y a d'autres grandes métropoles où les On situations évoquera sont comme peut-être ça. ces questions Oui, tout à l'heure, puisqu'on a absolument. les 3 minutes et Catherine avec Je un suis à geste. 5,12 Voilà, et pourtant voilà. j'avais mis un chronomètre. Je fais Mais les yeux André noirs, m'a cédé donc, un peu de C'est son un temps. moment que Catherine me faisait des gestes désespérés. Mais on va évoquer ces questions postérieurement. André Alors, Hichet. André Hichet, président de CDC Habitat, les propos du professeur Mouillard et votre vision, Ils sont excellents et d'ailleurs, par essence. par essence, ils trouvent d'ailleurs malgré tout assez largement confirmation à travers les propos des autres intervenants. Et pour ma part, finalement, ils m'inspirent une seule réponse sous forme de citation. Mon centre est enfoncé, ma droite cède, situation excellente, j'attaque. Voilà. On a des bonnes références à CDC Habitat. Quand on regarde effectivement le paysage, finalement, il a été assez largement décrit. Et finalement, ce qui l'inspire, c'est le fait que nous sommes effectivement en situation de crise au sens étymologique, c'est-à-dire probablement dans une situation de mutation assez profonde de notre modèle. Anne-Sophie a présenté l'impact de la RLS, l'impact de l'augmentation de la TVA. Elle aurait pu rajouter l'impact significatif de la contribution à la CG2LS, c'est-à-dire au système de garantie collectif, de telle sorte que quand on regarde finalement les évolutions sur le secteur du logement social, pour des raisons d'arbitrage politique, sur lesquelles je n'ai pas à me prononcer, moi, je ne suis pas dans ce champ-là, on assiste à quoi? On assiste finalement à un coup d'éponge passé sur la quasi-totalité du potentiel d'autofinancement résultant de l'exploitation du patrimoine à l'échelle de l'ensemble du secteur HLM. Bon, qu'est-ce que ça implique comme conséquence? On le sait bien, ça implique, et ça on l'a prévu depuis pas mal d'années, que le système du logement social, pour partie, de manière mesurée, modérée, mais enfin évolue à certains égards vers un modèle de foncière publique. Voilà. Ça veut dire que, et on le sait bien, les plus-values de cession, les ventes, la rotation d'actifs jouent un rôle de plus en plus important dans les équilibres du secteur. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve le fait que les fonds d'épargne se basaient jusqu'à un passé assez récent sur la performance d'exploitation du patrimoine pour juger la soutenabilité d'un prêt. Et aujourd'hui, les fonds d'épargne introduisent les hypothèses de plus-value de cession, évidemment, pour apprécier la situation des bailleurs. Premier point. Deuxièmement, je suis quand même moins pessimiste, et à partir de faits concrets, que Xavier Lépine et peut-être aussi Olivier Vignol, sur la problématique des investisseurs institutionnels. Voilà. Pour une raison simple, c'est que notre expérience, c'est que les investisseurs institutionnels nationaux, mais également étrangers, manifestent un intérêt actuellement plutôt croissant sur le segment du logement intermédiaire et disons du logement abordable, qui sort peut-être de la catégorie du logement intermédiaire, mais qui en même temps répond à un besoin effectif. Bon. Et là, un exemple concret, Vincent Mahé, qui est dans l'assistance et qui dirige chez nous le pôle en pair gestion, c'est-à-dire en fait la constitution de fonds et la gestion d'actifs, pourrais vous dire que nous préparons dans quelques semaines, maintenant de l'ordre d'un mois, le premier closing du fonds pour le logement intermédiaire, deuxième version, et que nous avions un objectif initial de 1,2 milliard d'euros d'equity sur ce fonds pour un potentiel global d'investissement de l'ordre de 2 milliards. Le premier closing, on peut penser qu'on aura franchi le seuil des 50% de cette levée de fonds. Ce qui complétera les plus d'1 milliard de equity qu'on avait déjà levé et ce qui sera complété ultérieurement par d'autres dispositifs que nous allons lancer. On avait dit 3 minutes, Président. Je ne suis pas très loin. Oh non, oui, ça c'est sûr. 6. Donc la conclusion de tout ça, si vous voulez, c'est que fondamentalement, et pour nous résumer, le point clé aujourd'hui, c'est que dans le modèle de production, notamment du logement social, mais pas uniquement, nous devons diversifier les produits, nous devons diversifier les modes de financement des produits. Et en gros, je résumerai les choses en disant que nous devons réintroduire
une variable temporelle. Résumons les choses simplement. La France, c'est un pays qui n'est pas un pays de passage, c'est un pays où on s'implante, où on s'installe. Les Germains, les Normands sont venus, ils sont devenus des Français. Bon. Dans ce contexte-là, le véritable enjeu politique, au sens noble de ce sujet, c'est au fond d'organiser la conciliation dans l'attribution des patrimoines, des stocks d'actifs, etc. Et ce qu'on vit finalement assez mal, c'est qu'on rentre dans un processus de mondialisation où ce qui compte, c'est les flux d'échange. Et je crois que dans notre approche de l'ensemble de ces sujets, il faut que nous acceptions de revoir à la baisse notre réflexe de sanctuarisation de l'existant afin d'aller vers une optimisation de la production, une optimisation des flux. Un changement de modèle tous azimuts. Geoffroy Didier, peut-être aussi une réaction. Alors, vous n'avez pas entendu l'intervention de Michel Mouillard. Je synthétise. Agrément HLM en baisse, production de crédit en baisse, construction en baisse, mise en chantier en baisse. Oui, je ne suis pas conjoncturiste, mais je sens bien, comme acteur public, qu'il y a un mauvais moment à passer qui est devant nous. D'abord, du fait d'un calendrier électoral municipal qui est anticipé, c'est cyclique, vous connaissez ça mieux que quiconque, avec une baisse de 7% des permis depuis 7 mois. On sent bien que les maires bâtisseurs ne veulent pas devoir créer des chantiers maintenant, qu'ils ne pourront pas inaugurer avant l'élection municipale, mais qui se remettront ensuite à transformer le visage de leur commune une fois l'élection municipale passée s'ils sont réélus. Et puis il y a aussi des choix politiques, gouvernementaux, assumés. Il ne s'agit pas ici d'émettre des jugements de valeur, mais il est incontestable de voir que, au moins provisoirement, les bailleurs sociaux sont fragilisés, que le reformatage du PTZ entraîne aussi certaines conséquences, que la fin de l'APL accession a aussi évidemment des conséquences qui sont dérangeantes. Mais le rôle d'un responsable public, ce n'est pas de constater, c'est d'essayer de vous aider, vous, acteurs publics, acteurs privés, bailleurs, à amortir les chocs. Et c'est la raison pour laquelle, au Conseil régional d'Île-de-France, sous l'autorité de Valérie Pécresse, nous mettons en œuvre une stratégie. La stratégie, elle est avant tout foncière, parce qu'il faut du foncier pour construire, et parce que nous sommes évidemment convaincus que c'est en construisant plus sur le temps long que nous pourrons faire baisser durablement les prix. Et donc, au sein de l'établissement public foncier d'Île-de-France, dont je préside le conseil d'administration, qui est un établissement public d'État, dont la présidence revient à la région, nous sommes en train, main dans la main, État et région, à réussir cette stratégie qui consiste à fluidifier le marché immobilier au maximum. Vous savez comment ça fonctionne. Les maires nous délèguent leur droit de préemption. Nous portons un foncier, si possible, le moins de temps possible, afin ensuite de le céder, et c'est d'ailleurs le maire qui choisit le promoteur, pour réaliser des projets qui sont parfois très complexes, puisque nous allons jusqu'à porter une grande partie des futurs villages olympiques. Donc, grâce à cette stratégie foncière, grâce à la suppression des normes que nous avons décidées, parce qu'effectivement, il y avait des normes inutiles et contre-productives, et qu'il faut lutter contre cette hystérie normative avec beaucoup d'établissements, d'agences, d'institutions qui pensent mesurer leur pouvoir, leur capacité à produire des normes. Eh bien, nous avons inversé la tendance. Et nous avons dit, la loi, toute la loi, mais rien que la loi, notamment la loi SRU, pour les projets immobiliers que nous portons. Et ça marche. Il n'y a jamais eu autant d'autorisations de mise en chantier l'année dernière en Île-de-France, et l'établissement public foncier d'Île-de-France y a contribué largement. Nous avons acquis du foncier, parce que pour pouvoir en céder, il faut évidemment en acquérir, mais nous avons surtout augmenté l'année dernière de 15% les cessions sur une seule année. À la fin de l'année 2018, même si le bilan n'est pas encore établi, nous aurons augmenté de 20% les cessions. Donc nous sommes des facilitateurs. Mais pas seulement. Parce que la stratégie que nous mettons en œuvre est aussi, et pour faire écho à ce qui a été dit précédemment, une stratégie de diversification de l'offre de logement. Parce qu'il faut une politique publique. Et notre politique, nous l'assumons, elle consiste, parce qu'il ne s'agit pas uniquement de faire du quantitatif, mais aussi du qualitatif, à arrêter cette spirale infernale de ghettoisation urbaine.
Donc nous avons pris nos responsabilités au sein du Conseil régional. Nous avons dit, nous arrêtons de financer des logements très sociaux, des PLAI pour les plus techniciens d'entre vous, dans les communes qui en comptent 30%. 7% des communes d'Île-de-France concentrent 66% du logement social. Et il y a des villes dans le Grand Paris qui concentrent 60 et même 70% de logements sociaux. Ce n'est plus possible, ce n'est plus tenable. Donc nous avons pris nos responsabilités. Moi, je ne suis pas préfet et je ne suis pas ministre, donc je n'ai pas le pouvoir coercitif. Pas encore. En revanche, ce que je peux faire, c'est assumer des choix de financement qui visent à créer de la mixité sociale dans les deux sens. Mais évidemment, nous devons marcher sur nos deux jambes. C'est-à-dire que nous finançons plus de logements très sociaux là où il n'y en a pas suffisamment, et nous incitons les maires, parfois réticents à l'idée même de construire des logements sociaux, à en faire davantage. Et par ailleurs, et parallèlement, et avec la même force de conviction, nous avions décidé d'arrêter de financer les logements très sociaux dans les communes où il y en avait bien trop. Et puis enfin, stratégie, je sais que j'ai passé mes 3 minutes, mais vous oui, savez, j'y suis habitué. Une fois que j'ai le micro, il faut me l'enlever. Oui, j'ai peur que Catherine doive... Non, mais juste pour terminer. Attention, elle est terrible. Hein. Une véritable stratégie, certes de diversification d'offres de logements, certes une stratégie foncière parce qu'il vous faut de la matière première pour construire des logements, mais aussi une stratégie d'avenir. Et c'est la raison pour laquelle nous appelons de nos voeux ardemment, et la présence de Julien Denormandie tout à l'heure ne sera aussi une nouvelle occasion de le faire, à une clarification institutionnelle. Parce que les acteurs publics et les acteurs privés ont besoin de lisibilité, de simplicité. Et nous sommes dans une région, je parle pour l'Île-de-France, mais dans une région qui cumule un nombre de strates administratives qui fait que c'est impossible, même pour les acteurs privés, de comprendre à qui il faut s'adresser. Ça, il faut que ça cesse au plus vite. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons une région métropole, parce qu'on ne peut pas construire de Grand Paris durable sans Roissy, sans Cergy, sans Marne-la-Vallée, ou pour des raisons plus culturelles, sans Versailles. Si nous voulons concurrencer avec les autres grandes métropoles, notamment avec le Grand Londres, il faut au moins un Grand Paris qui fasse la taille du Grand Londres. Un Grand Paris qui fasse la taille du Grand Londres, c'est un bon sujet, ça, messieurs. Hein. Est-ce qu'on rebondit sur la question posée par Anne-Sophie Grave? Est-ce que vous pourriez nous en dire un tout petit peu plus, puisque tout à l'heure, vous avez juste évoqué, on va vous passer un micro, vous aviez juste évoqué la question, mais vous pouvez peut-être un peu la développer. Oui, donc sur la question du modèle économique, mais et je oui. vais La rejoindre structuration du secteur. voilà, les propos d'André Hichet. Nous, on pense qu'on est effectivement, moi je vais reprendre le terme d'André Hichet, on est vraiment à un moment de mutation, Oui. et je pense de mutation forte pour le logement social en France. Et je pense que c'est cette réflexion-là qui doit porter. Moi, c'était un regret que j'ai eu par rapport à la loi Elan, c'est que cette réflexion-là n'était pas dans la loi Elan. En fait, il y avait des dispositions, effectivement, pour faciliter les actes de construire, mais cette mutation que nous devons porter, c'est vraiment, pour moi, réinventer le modèle du logement social en France. Alors, est-ce que c'est un regret? Est-ce que c'est une espérance? Est-ce que c'est... C'est ni un regret ni une espérance, c'est une aspiration très forte, parce que si on veut continuer à faire notre métier, et il y a des besoins extrêmement forts, ça a été rappelé, c'est comment on arrive à trouver des solutions, et comment effectivement des dispositions réglementaires ou législatives nous permettent d'y aller. Peut-être, moi, je vais esquisser deux pistes. L'une qui est de se dire comment des investisseurs socialement responsables pourraient venir effectivement accompagner le développement du logement social en France, et je partage le point de vue d'André Hichet. Je pense qu'il y a des investisseurs socialement responsables, des caisses de retraite, des assureurs, qui seraient prêts à venir, mais avec des conditions. Et donc je vais revenir sur ces conditions. Oui. Et le deuxième sujet, c'est quand même la transformation numérique qui peut être aussi créatrice de valeur, et comment on s'en saisit. Mais sur le premier sujet, effectivement, notre analyse, c'est de dire, pour que les investisseurs institutionnels, et alors là je vais parler avec beaucoup de modestie puisque j'ai un sachant à mes côtés, je pense qu'il faut quand même de la visibilité, de la stabilité et de la rentabilité. Donc de la visibilité, c'est vrai qu'aujourd'hui, notre modèle, il est sur un temps long. On est des investissements dont la sortie est plutôt à 40 ans, voire au-delà. Or, je pense ne pas me tromper en disant qu'un investisseur, il faut quand même qu'à 15-20 ans, il ait une visibilité, une sortie possible. Donc ça veut dire, on revient à la question de la rotation de nos actifs, comment on peut sortir plus rapidement une valorisation de nos actifs. Aujourd'hui, dans nos bilans, on est à la Vernet comptable, on a des bilans des actifs immobiliers absolument pas valorisés
dans nos bilans. Donc comment on trouve un modèle effectivement pour permettre à des investisseurs de venir et de capter une valeur, sinon ils ne viendront jamais. Ça veut dire aussi peut-être revisiter les dividendes converses, qui aujourd'hui sont extrêmement faibles, qui fait qu'aujourd'hui l'investisseur n'a pas un intérêt majeur à venir. Donc visibilité, stabilité des règles, puisque c'est vrai ce qu'on a vécu avec la réduction de loyer solidarité. Quand vous venez sur un secteur prendre 4% d'un chiffre d'affaires, vous n'avez aucun investisseur qui viendra en se disant mais du jour au lendemain, l'État peut éventuellement venir imputer fortement la rentabilité du secteur. Donc visibilité sur le temps d'investissement, stabilité et puis rentabilité, parce que bien évidemment il faut offrir un rendement à un investisseur, même si on pense, nous, qu'il peut accepter, si on est sur des investissements socialement responsables, et sur un investissement assez sûr, voilà, une rentabilité plus modérée, mais néanmoins, elle doit être là. Donc voilà, donc nous, c'est vraiment aujourd'hui ce qu'on attend des pouvoirs publics, c'est qu'on se saisisse de cette réflexion et des dispositions qu'on peut mettre en œuvre, puisque, et j'ai bien entendu que ce soit les propos de Xavier Lépine ou d'André Hichet, aujourd'hui il y a de l'argent qui est prêt à s'investir, alors même si effectivement la poche immobilière est peut-être souvent assez faible dans les actifs, néanmoins, même si elle est faible, on pense qu'on peut en capter une partie. Donc voilà, effectivement, une piste, c'est comment réinventer ce modèle. Bien sûr, avant de passer la parole à André Hichet et à Xavier Lépine, je pense qu'il va vouloir rebondir là-dessus. Moi, ma question aussi, c'est est-ce que dans le monde HLM, il ne va pas y avoir une espèce de monde à deux vitesses, c'est-à-dire des structures qui vont prendre ce cap, dont on sent bien qu'elles ont envie de s'ouvrir à d'autres... Sur le changement de sémantique aussi. Enfin, voilà, mode de fonctionnement qui est quand même profond, et même mode de réflexion qui est profond, et puis des structures plus classiques, peut-être pas que des offices d'ailleurs, HLM, mais enfin comme ici, qui pourraient être tentés de rester sur un modèle ancien. Quel est votre... Pour vous répondre, je vais prendre un exemple qui est la vente HLM. Oui. La vente aux locataires. Il y a une petite dizaine d'années, c'était un tabou total. Oui. Il y a 2 groupes présents sur cette estrade qui l'ont fait, parce que 3F, on vend aux locataires depuis une dizaine d'années, et le groupe SNI également. Faible. À l'époque, il y avait de nombreuses critiques du secteur sur le sujet. Aujourd'hui, même si le niveau de vente est encore très faible, je dirais chacun y vient, chacun est à peu près convaincu qu'il faut y aller, et que par ailleurs, non seulement ça favorise le parcours résidentiel des locataires, mais ça apporte quand même des marges de manœuvre aussi bienvenues d'un point de vue financier. Donc, le secteur à 2 vitesses, moi je n'y crois pas, parce qu'il évoluera à des vitesses relatives différentes, voilà. Mais je pense que personne ne restera au bord de la route. Il y a le secteur des offices qui sont effectivement très proches des territoires, et on voit bien, parce que dans la loi Elan, effectivement, il y a ce seuil de 12 000 logements par organisme. On voit bien qu'aujourd'hui, les offices, entre eux, réfléchissent à se regrouper et de voir comment, effectivement, au plus proche des territoires, ils apportent des solutions. Il y a les adossements possibles à des groupes. Donc voilà, on est dans un moment d'évolution très forte. Et ce qu'impulse la loi Elan, c'est quand même, elle impulse une restructuration forte du secteur, voulue par les pouvoirs publics. Donc ça va quand même dans le même sens, puisque, alors, à une vitesse qui sera encore une fois relative et différenciée selon gérer les opérateurs, mais c'est quand même un mouvement qui aujourd'hui est engagé. André Hichet. Oui, très rapidement, 2 ou 3 points qui me paraissent importants. Je suis complètement en phase évidemment avec ce qu'a dit Anne-Sophie. Ce n'est pas le hasard d'ailleurs, finalement. Mais sur le fond, premièrement, la rotation des actifs et l'attractivité pour des investisseurs institutionnels, y compris dans certaines gammes du logement social. Eh bien, ça passe tout simplement par une idée centrale qui devrait être à l'esprit de tout le monde, y compris des législateurs, c'est l'importance à venir des démembrements de propriété. On fera venir des investisseurs institutionnels sur des investissements en nue propriété. On pourra gérer pendant une quinzaine d'années, peut-être un peu plus, et de manière peut-être renouvelable, l'usage social du logement. Mais ça, c'est un axe fondamental. Deuxièmement, le numérique. Le numérique, il devrait nous conduire à nous intéresser à la situation des locataires du parc social, et qui en fait ne sont pas des allocataires, c'est-à-dire qui ne perçoivent pas les APL. On a focalisé le débat sur les APL. En réalité, plus de la moitié des locataires ne perçoivent pas les APL. Et donc,
la réforme qui a été introduite essentiellement par le biais budgétaire, elle a introduit une summa divisio. Et aujourd'hui, certes, il y a toujours l'affaire des PLAI, les PLUS et les PLS, mais la summa divisio, elle passe entre les allocataires et ceux qui ne le sont pas. Et à partir de ce moment-là, une réflexion doit être impérativement menée sur l'évolution des loyers en fonction des taux d'effort des occupants. Autrement dit, l'histoire des surloyers, ça mérite aujourd'hui, grâce au numérique, d'être lissé. Voilà. Ça fait partie des sujets essentiels. Dernier point qui concerne la restructuration du secteur à 2 vitesses. Bon, tout à fait entre nous, le secteur, il est déjà à plusieurs vitesses. J'ai cru le comprendre. Voilà. Et deuxièmement, ça soulève une question de fond, et je ne veux pas critiquer la loi Elan, parce que je pense, comme a dit Anne-Sophie, elle marque une orientation, elle marque une avancée, etc. Mais tout à fait entre nous. La création des sociétés de coordination, on va tous y passer d'une manière ou d'une autre dans les sociétés de coordination. Mais ça ne règle pas une question de fond qui est la montée en puissance industrielle, l'industrialisation de ce secteur. Autrement dit, le sujet, ce n'est pas uniquement de rapprocher sur le mode mutualiste des organismes, c'est de faire émerger des véritables compétences industrielles. C'est ça le sujet de fond, et c'est à ça qu'il faut s'attaquer si on veut effectivement moderniser en profondeur le secteur.